Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat. Je vous souhaite la bienvenue, comme toujours, en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va avoir deux sujets, deux personnages qui sont, à leur façon, chacun un héros, tous les deux Canadiens. Tous les deux ont fait des choses qu'on n'aurait pas cru possibles pour dans leur cas, même s'ils sont dans deux domaines complètement différents. On pourrait dire que, cependant que dans les deux cas, c'est des combattants. Les deux frappaient au-dessus de leur catégorie. Oh, bien dit. Alors, moi, je vais vous parler de Tommy Burns, qui était champion du monde de boxe, le seul Canadien né au Canada à avoir été champion du monde de boxe, et champion du monde poids lourd, mais particulier, il n'était pas un poids lourd. Mais il a été champion du monde poids lourd pendant plusieurs années. Ça prend un Québécois pour faire ça. Non, c'est un Canadien, mais bon. Canadien. Et toi, tu vas nous parler d'un Québécois. D'un Québécois, Léo Major, que certains appellent le Rambo québécois, mais on en discutait, c'était un peu insultant pour lui. Définitivement. Léo Major, il est né en 1921. Il est né aux États-Unis, à Bedford, au Massachusetts, mais ça n'a pas été long dans sa jeunesse où il est revenu au Canada. Comme tu disais, ils l'ont surnommé le Rambo québécois, mais ça, c'est un terme récent, là, parce que, en fait, son histoire semble avoir été quand même, je dirais pas oubliée, mais pas très, très, très connue. Pourquoi? En fait, c'était pas connu. Il a fallu attendre Internet, il a fallu attendre les années 2000 là, pour qu'on commence à déterrer ces histoires-là. Cependant, ceux qui connaissent l'histoire militaire canadienne, ceux qui font un peu de recherche, je suis certain que les soldats, par exemple, Léo Major, c'est un nom très, très connu, mais je vais quand même compter une partie de son histoire. Disons-le, s'il était américain, il y aurait au moins 10 films de façon probablement plus. Parce que si ce serait lui qui aurait remplacé Rambo, je suis certain, puis il aurait été un peu mieux que Rambo. Là, il faut parler de son enfance. Ça n'a pas été joyeux. Comme ça arrivait à l'époque, souvent, les parents étaient des tyrans domestiques qui battaient les enfants parce que c'était le mode d'éducation, j'imagine. Entre guillemets, là. Mais lui, son père, à Léo Major, il était vraiment... disons qu'il aimait ça faire, ça. Faut croire. Puis, il a été battu. Léo était le seul de la famille qui subissait ces sévices. Puis, ça fait qu'il est parti très, très tôt. Et puis, il a été occupé différents emplois, dont chez une de ses tantes, qui étaient des parents du chanteur Aimé Major, on mentionnait ça. Fait que le nom Major était quand même un peu connu. Et puis, là, après ça, il a pris un emploi dans la construction. Puis c'est là que ses contremaîtres ont commencé à remarquer qu'il y avait un penchant pour des choses difficiles. Il y avait un penchant pour avoir l'audace d'accomplir. Et puis ça, bien, ça fait qu'il a monté très, très, très vite dans ça. Puis ça l'a amené... là, d'ailleurs, il a appris à manier des explosifs dans ce temps-là. Là. Ça a été une bonne éducation. Puis là, ça l'amène en 1940. Il va s'engager, s'enrôler. C'était la destinée pour lui. Et puis, j'ai eu cette remarque-là à un moment donné qu'il était venu il avait au monde avec un nom totalement prédestiné. Fait qu'il va être affecté dans un premier temps au Royal 22e, qu'on connaît bien. Puis, plus tard, il va apprendre que le régiment de la Chaudière, qui est le prochain qui va être envoyé en Europe, là, on est en 1940. Là. Alors, il va demander, puis il va obtenir un transfert. Il me semble qu'un soldat dit « Oh, eux autres s'en vont en Europe. Je pense que moi, je vais rester à Québec plutôt que m'engager dans ceux qui s'en vont. » Ben non. Lui, il a décidé, puis on voit déjà là, que c'est un fonceur. Il va avoir son transfert, il va recevoir son premier entraînement à Valcartier. Puis après ça, au mois de septembre, ils vont l'envoyer au Nouveau-Brunswick. Puis pendant 4 ans, OK, entre le Canada, puis après ça, il va se retrouver au nord de l'Écosse. Il va subir un entraînement, puis il va devenir tireur d'élite. Ça, il était reconnu comme ça au point de départ, et puis il performait. Cet homme-là, il me fait penser un peu à l'image qu'on a de notre héros québécois, le jeune homme qui est médecin, qui a gagné au football. Ah oui, Laurent Duvernay. Laurent Duvernay. J'ai cette image-là, quand j'ai lu, là, évidemment, je ne pourrais pas tout raconter aujourd'hui, les exploits qu'il a fait. C'est innombrable, mais sachons que première chose qui a été reconnue, c'est au débarquement de Normandie, sur la plage de Juno.
les Alliés sont immobilisés sur la plage à cause d'un emplacement de mitraillette qui est protégé par un mur de pierre, et puis notre héros va aller démolir le mur. OK, ça, c'est son premier fait d'arme. Alors, il va visser une torpille Bangladesh. Ça, c'est une espèce de grande tige avec des sections qui se vissent une à l'autre, avec une bombe au bout, puis qu'on va pousser. Il va démolir le mur avec ça, mais il va s'être approché très près. Il va sauter par-dessus le mur. Il va s'emparer de la tourelle. Les soldats vont pénétrer. Et c'est le début de la libération de l'Europe. Alors, il était là à ce moment-là. Pas longtemps plus tard, probablement l'après-midi, ils l'ont envoyé pour agir en tant qu'éclaireur ou essayer de descendre des soldats parce qu'il est quand même tireur d'élite. Puis là, il va tomber sur un véhicule gros porteur allemand. Il appelle ça un Hanomag. C'est un véhicule avec des chenilles et des roues. Il y a une dizaine de soldats qui l'occupent, et puis lui, il va lui tendre une embuscade. Et puis il va réussir à s'emparer du commandant. Et puis, par le fait même, il va devenir commander le véhicule et il va le ramener vers le bataillon à travers les tirs ennemis. Et puis, il va rencontrer une section de militaires canadiens qui ont un émetteur-récepteur. Il va arrêter, il va demander au commandant, il dit, on peut s'envoyer des messages, et voilà, il a donné les positions des Allemands, et ainsi de suite. Le commandant a dit, tu vas laisser le véhicule ici, et puis nous autres, on va en prendre le contrôle, etc. Il dit, non, je suis désolé, mais moi, je vais remettre le véhicule à mon commandant, le major Tachereau, et à personne d'autre. Il est parti avec les prisonniers, il a parcouru toute la distance, il a remis le véhicule, puis là, on s'est aperçu qu'il contenait une machine à décoder, ainsi que d'autres renseignements très, très, très importants. Mais c'est là qu'on voit que c'est quand même un Québécois. Hein? Donc, le commandant anglais voulait s'accaparer, ni plus ni moins, la réussite. Et puis, il s'est fait déjouer comme ça. Il va perdre son œil gauche durant des nombreuses opérations auxquelles il a participé. Alors, il va attaquer une patrouille allemande et puis une grenade au phosphore. Va lui enlever son œil et puis... lorsque le médecin soignant va lui prodiguer des soins, il va dire « Hey, la guerre est finie pour toi, mon ami, tu t'en retournes en Angleterre. » Il pensait que c'était un soldat anglais, mais il n'avait pas réalisé. Pourtant, tout était identifié, mais il dit « Tu retournes en Angleterre. » Bien, c'est vrai qu'il venait d'Écosse. De toute façon, c'est pas important, mais lui, là, pas question de ça. Moi, je suis un tireur d'élite. Mon œil de précision, c'est l'œil droit. J'ai perdu l'œil gauche. Alors, je continue, puis il a continué. Il s'est sauvé de l'hôpital et puis il a rallié son unité puis il a continué ses actes héroïques. Après ça, un autre exemple, afin de retrouver 50 soldats anglais envoyés en patrouille et puis qui ne sont pas revenus le soir. Léo, puis eux, de ses bons chums, sont partis puis il était seul en reconnaissance. Il va repérer 2 soldats allemands. Et puis, comme le temps est froid et pluvieux, il va murmurer dans l'obscurité « Là, j'ai froid, je suis gelé, vous allez le regretter, puis vous allez payer pour. » Fait qu'il leur a fait peur, et puis il a réussi à en capturer un. L'autre s'est défendu, puis il s'est fait descendre. Et puis, avec ce prisonnier-là, il va réussir à capturer un tank, OK, par l'astuce, et puis... Maintenant, là, il a eu le dos brisé, il a connu encore beaucoup d'exploits durant la Deuxième Guerre mondiale, et puis il a terminé... libéré un village. Oui, c'est là, c'est le plus grand de ses exploits, c'est la libération de Zwolle en 1945. Zwolle, c'est une ville des Pays-Bas, de Hollande. Mais comment il a procédé? Il y a une division allemande complète qui est là, puis qui occupe la ville. Fait qu'il se présente seul. Avec un de ses compères, Willy Arsenault. Lui, il était un peu comme lui aussi, mais malheureusement, il est mort durant l'opération. Et puis, il va s'emparer du chauffeur de l'automobile d'un officier allemand. Il va demander au chauffeur où est l'officier, puis là, il va expliquer que les Canadiens s'en viennent. Dans 6 heures, la ville va être attaquée, puis les Allemands vont être délogés. Ça va faire des victimes civiles, des victimes allemandes. On est peut-être mieux vous êtes peut-être mieux de vous replier, puis tu devrais donner le message à ton commandant.
Fait que, il va suivre le soldat, il va aller le voir parler à son commandant. Lui, il va aller voir le commandant. Puis là, il va tellement le convaincre d'aller voir ses supérieurs, il va même lui remettre son pistolet, dire « Tiens, si jamais tu te fais attaquer, tu pourras te défendre avec ça. » Puis là, la chose est mise en place. Plus tard, lui et Arsenault vont se mettre à tirer pendant des heures en l'air, tirer dans les maisons vides, faire exploser toutes sortes de bruits de véhicules pour faire croire que les Canadiens arrivent alors qu'ils sont seuls tous les deux. Puis c'est ça qui va créer l'astuce. Il va même trouver le moyen de s'emparer du quartier général des SS, que ça, c'est pas des doux, là. Les SS, c'est l'élite, là. Et puis, il y a 8 officiers SS dans une chose, il va en descendre 2 qui vont résister, il va en faire prisonnier 2, puis les 4 autres vont se sauver. Et en plus de ça, il tombe sur la Gestapo, puis il va lui régler le compte, eux autres aussi. Donc, les Allemands finissent par penser qu'ils sont attaqués et ils se replient. Là, il va aller au poste de radio puis il va annoncer aux Wallais que la ville est libérée. Puis c'est comme ça qu'il va faire son acte, le plus célèbre. Mais il faut dire aussi qu'une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée, il est resté dans l'armée et qu'il va retourner ensuite en Corée. Et puis c'est là qu'il va accomplir un autre acte de bravoure à la colline 355. Mais j'aimerais parler encore plus de ces héros-là. On a simplement aujourd'hui survolé un peu de ce qu'il a fait. Mais il y a beaucoup d'autres faits d'armes qui ont été accomplis. Il est passé à l'histoire. Maintenant, il y a un livre, d'ailleurs, qui vient d'être publié sur son histoire. Et puis, je crois que dans les temps qui s'en viennent, dans l'avenir, ça serait une bonne chose qu'il reprenne sa place dans l'histoire, surtout dans l'histoire du Canada, l'histoire du Québec en particulier. Parce que Léo Major, c'est au point de départ, c'est un Québécois, puis je crois que c'est ça qui est important. À l'époque, le Canada, c'était le Canada. Hein? Mais là, maintenant, on peut rendre à César ce qui est à César, puis remettre à Léo, à Major ce qui est à Major. Voilà. Et c'est ça. Et, comme je disais tantôt, si on n'était pas au Québec, si on était aux États-Unis, il y a longtemps qu'il serait au cinéma. Là, mais je vais parler qu'il faut se méfier aussi des films historiques. Ah, t'en as déjà parlé d'ailleurs. Mais là, un livre peut-être, si on ne le passe pas dans un auto-da-fé dont tu as déjà parlé d'ailleurs. Également. Alors là, moi, je vais parler aussi d'un personnage très spécial, Tommy Burns, qui a été le seul boxeur, le seul champion poids lourd du monde né au Canada. Parce qu'il y a eu d'autres Canadiens qui ont été champions poids lourd du monde, mais c'était des gens qui étaient originaires de Jamaïque ou d'autres endroits. Le seul né au Canada et le seul champion poids lourd dans l'histoire qui n'était même pas un poids lourd. Alors, Tommy Burns, d'abord, son vrai nom, c'était Noah Brousseau. Il était né à Hanover, en Ontario, en 1881. Et il a quitté l'école à 10 ans. On voit des liens avec M. Major aussi, hein? Parce que il a quitté l'école à 10 ans parce que son père était un alcoolique qui n'était pas capable de faire vivre la famille. Alors, il a fait toutes sortes de petits boulots. Il aurait pu s'en aller vers la délinquance, mais comme il était très bon dans les sports, la crosse et surtout la boxe, eh bien, c'est là-dedans, finalement, qu'il va faire carrière. En 1900, il déménage à Détroit, où il s'inscrit à un club de boxe, commence à boxer chez les mi-moyens. En janvier, il livre un combat où il envoie son adversaire dans le coma. Il frappe fort pour sa catégorie de poids. Mais heureusement, l'adversaire va revenir à la santé 4 jours plus tard. En 1904, Tommy Burns se marie, parce que c'est le nom qu'il va prendre pour boxer, déménage à Los Angeles. Et en 1905, il est champion mi-moyen. Il dépasse le poids limite, alors on dit on va l'envoyer chez les mi-lourds, les 178 livres. Mais lui, il vise le championnat poids lourd. Théoriquement, il n'est pas assez gros, mais il va réussir à obtenir un combat contre le champion poids lourd du monde, Marvin Hart, qui mesure 6 pieds, pèse 205 livres. Burns mesure 5 pieds 7 et pèse 170. Donc, il n'est vraiment pas dans sa catégorie. La presse américaine se moque du combat en général. On dit que ça va être une farce. On dit Burns, on l'appelle le Canadian Shrimp, la crevette canadienne. Le 24 février, le combat a lieu. C'est un combat de 20 rondes. Ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'arrête à 15 au maximum. À la fin du combat, Hart est ensanglanté. Il a le visage tuméfié. Il n'a pas réussi à placer un seul bon coup. Et les juges accordent à l'unanimité la victoire à Burns, qui devient donc champion du monde des poids lourds, le seul Canadien né au Canada à remporter ce titre-là, alors qu'il pèse 170 livres, il n'est pas un poids lourd. On le reconnaît comme un boxeur tenace, qui frappe fort pour sa taille. Il défend son titre 10 fois en 33 mois.
Il va détenir le record du nombre de KO d'affilée, 8 KO d'affilée, et le nombre par un champion en titre. Le seul champion en titre va avoir eu 8 KO d'affilée. Et en plus, il va faire le deuxième KO le plus rapide dans un match, va mettre son adversaire au tapis en 88 secondes. Et rappelons-nous que ces boxeurs-là sont tous plus gros que lui. Wow. C'est un personnage flamboyant. Oui, hein? À un moment donné, il va gagner une mine d'or au poker. Une mine d'or qui est en Alaska. Il va partir en Alaska, va séjourner à Nome. Il va livrer un match de boxe contre un soi-disant champion du Nord, champion du Nord, dis-je bien, Klondike Mike Mahoney, qui va se faire mettre KO en quelques secondes. Et il va avoir une bataille avec un groupe de bandits au revolver et il va les mettre en fuite. Donne des spectacles dans des théâtres, il monte des films de ses combats, donc en plus, polyvalent. Va vaincre le champion du monde d'Angleterre, va vaincre le champion de poids lourd d'Angleterre, dis-je bien, le champion d'Australie, va mettre KO le champion d'Irlande, Jem Rush, en 1 minute 28 secondes, le plus court combat de championnat à avoir jamais eu lieu. Et il va être le premier à recevoir des sommes comme 30 000 $ pour un combat. C'est le début des gros cachets pour les boxeurs. Il s'entraîne d'une manière unique pour l'époque. Et c'est inclus, bien sûr, l'entraînement à la boxe, mais aussi natation, grimper aux arbres, faire de l'équitation, faire de la course. On parlait de Rambo tantôt, oui, lui, là-dessus, il fait penser un peu à Rocky. Et il va être le premier boxeur aussi à faire une tournée mondiale. Il va aller boxer en Angleterre, va aller boxer en Australie, va boxer aux États-Unis, évidemment, souvent. Et ça va être... Il va devenir extrêmement connu et on l'aime bien parce que c'est un personnage coloré, toujours bien habillé, qui a le sens de la répartie. Alors, c'est une légende dans son domaine. Mais, éventuellement, tous les règnes de champions finissent par avoir une fin. Le sien va passer à l'histoire. Il va accepter un combat contre Jack Johnson. Jack Johnson, c'est qui? C'est un boxeur noir qui, en 1908, est originaire de Galveston, au Texas. Il a défait tous ses adversaires et en 1908, il demande un combat de championnat. Ça ne s'est jamais fait, un noir contre un blanc pour le championnat. Le championnat, on dit que c'est une réserve, c'est réservé aux blancs. On demande à Burns s'il va suivre la tradition qui veut que le champion du monde n'affronte que des blancs, qui va refuser de risquer son titre, parce que c'est la ségrégation dans la boxe comme ailleurs. Il a déjà boxé contre 7 Noirs dans sa carrière, pas pour le championnat, mais avant d'être champion du monde. Il va répondre que non, il ne suivra pas la tradition. Il dit « Je vais défendre mon titre de champion du monde poids lourd contre tous les aspirants. Je n'exclus personne, qu'il soit noir, mexicain, indien ou de toute autre nationalité. Je prétends être le champion du monde, pas le champion des Blancs, le champion des Canadiens ou des Américains ou un titre limité. Champion du monde, ça veut dire qu'il faut que je défende contre tout le monde. » La presse américaine, surtout la presse du Sud, va se déchaîner contre lui. On va le traiter de traître, on va dire que c'est une honte, on va le menacer de mort, tout ce qu'on veut. Mais peu importe, il va accepter de signer le combat contre Jack Johnson, qui va avoir lieu le 26 décembre 1908 à Sydney, en Australie. Burns reçoit 30 000 $, Johnson 5 000 $. La ségrégation, ça se voit là aussi. Il faut qu'il y ait eu une scène, d'ailleurs. C'est ça. Donc, le combat va avoir lieu, finalement, devant 20 000 personnes. Il va être filmé, ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Mais là, Burns va être malade avant le combat. Il va faire une jaunisse. Au moment du combat, il pèse 163 livres. Oh boy. Johnson mesure au-dessus de 6 pieds, il pèse 215. Et mais Burns... On lui offre de déclarer forfait, de dire on remet le combat. Non, il a signé, ça va avoir lieu, point final. Et là, il accepte. Là, par exemple, il n'y aura pas le dessus. En fait, ça va être un massacre. Il va se faire dominer, mais il va quand même durer 14 rondes. Mais Jack London, qui était là, écrivain célèbre, va dire qu'il n'a pas réussi à placer un seul bon coup durant le combat. Et finalement, à la 14e ronde, Johnson va mettre Burns KO. Johnson devient donc le premier champion du monde noir.
Quand Burns va commencer à chanceler et qu'on va voir qu'il va tomber, il y a un policier qui va boucher l'objectif de la seule caméra qui est dans le stade pour que les gens ne voient pas un noir mettre un blanc KO. Et c'est pour ça que le film, qui existe encore aujourd'hui, on peut même le voir sur YouTube, à la fin, on voit Burns qui penche et arrêt sur image. On ne le verra pas s'étendre par terre parce que le policier n'a pas voulu. Johnson va garder son titre jusqu'en 1915. Il a été un très grand boxeur. Il faut dire, Burns ne s'est pas fait battre par n'importe qui. En 1909, d'ailleurs, Johnson va exprimer sa reconnaissance à Burns en disant il a donné une chance à un homme noir pour le championnat. Il a perdu, mais il a osé. Et donc, Burns, après ça, lui, va devenir promoteur de boxe. Va posséder un pub à Londres, un bar clandestin à New York. Va perdre sa fortune dans le crash de 1929. Va faire différents emplois de toutes sortes. Et va devenir prêcheur en Californie, éventuellement, preacher. Puis il va mourir d'une crise cardiaque en 1955. Johnson, il l'aura pas facile non plus. Le premier champion du monde noir aux États-Unis, ça passe pas. Et en plus, il s'affiche avec sa maîtresse qui est une blanche. Ce qui est un tabou total. Un noir avec une blanche dans le sud des États-Unis se fait lyncher. Donc, on va lui faire toutes les misères qu'on va pouvoir. Il va être arrêté parce qu'il va avoir traversé la frontière d'un État avec une blanche et qu'il est interdit aux États-Unis de faire traverser la frontière à une femme pour des fins de prostitution. Ils ne sont pas mariés, donc on présume que c'est de la prostitution. Les Blancs le faisaient régulièrement, mais c'était vraiment les Noirs qu'on visait avec cette loi-là, qui s'appelait la loi Mann, the Mann Act. Et éventuellement, on va le faire boxer contre un protégé de la mafia. Et il va se faire battre en 1915. Il va toujours rester un doute s'il ne s'est pas couché, parce qu'il y en a assez. La mafia. Oui. Et là, il a été obligé de voyager dans le monde, il a vécu au Mexique un bout de temps, il ne pouvait plus aller aux États-Unis. Il n'a pas eu facile non plus. Tant qu'à Burns, un peu comme Léo Major, il ne sera pas reconnu non plus à sa juste valeur après. Il va entrer au Canadian Boxing Hall of Fame, le temple de la renommée canadienne de la boxe, en 1955 seulement. Puis au International Boxing Hall of Fame, temple mondial, en 1996 seulement, qu'on va reconnaître à son tour que ça avait été un grand boxeur. Parce qu'il faut se rappeler, il pesait 170 livres et c'est des poids lourds qui mettaient KO. Son premier combat que tu disais tantôt, quand il l'a gagné, je suis surpris qu'il ait accordé le titre. Parce que c'est arrivé ici, anecdotiquement, au Québec, un Québécois a gagné un combat à Montréal des Golden Gloves. Et puis, l'adversaire était knock-out, c'est un anglophone, et puis c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné Golden Glove. Et le Québécois, même si l'arbitre lui montait le bras, ils ont accordé le... Bien, c'est, dans le cas de Burns, un Canadien anglais, ou en tout cas, quoi qu'il y en a qui disent qu'il est d'origine francophone, ça a passé mieux. Mais aussi, il faut dire que les règles de la boxe n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui à l'époque. On ne faut pas oublier qu'on sortait de l'époque des combats à poings nus, qui avait terminé en 1898, le dernier championnat entre Gentleman Jim Corbett et Sullivan. Et les deux, ça avait été le dernier championnat à poings nus. Après, ça a toujours été avec des gants. Et dans le temps des championnats à mains nues, on avait des combats de 80 rondes. C'était parce que les gars évitaient de frapper à la tête parce qu'ils se pétaient les jointures. Ouais. Donc, ça faisait durer le combat plus longtemps. Alors, avec les... donc, on était à une époque encore... Tu sais, un combat de 20 rondes, même aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. C'est le combat entre Burns et le champion, l'ancien champion du monde. Donc, c'était on acceptait des choses en termes de règlement qu'on n'accepterait pas aujourd'hui. Par contre, un noir contre un blanc, ça ne passait pas. Il y a beaucoup de noblesse dans ce que tu racontes de cette histoire-là. Justement, il est arrivé, il dit, moi, je suis champion du monde, puis il ne faisait pas de différence pour lui, un noir, peu importe la nationalité, la race. T'sais. Et surtout en allant contre totalement ce qui était la norme à l'époque. Que lui, je ne sais pas s'il était conscient qu'il faisait ça. C'est souvent la question. Souvent, les gens qui font ces choses-là ne sont pas toujours conscients de faire l'histoire. Ça me rappelle
quelque chose de plus doux que la boxe, mais le premier baiser entre un noir et une blanche, entre un blanc et une noire à la télévision, c'est dans Star Trek. C'est le capitaine Kirk qui embrasse le lieutenant Uhura, et ils en ont parlé, et eux, ils n'avaient pas conscience sur le moment de faire quelque chose, ils jouaient leur rôle, puis c'est tout. Puis le lendemain, ils ont reçu un courrier surabondant, à la fois de gens scandalisés et de gens qui, au contraire, étaient très contents, qui disaient qu'ils avaient franchi une étape, enfin, ça s'est vu, on a franchi une barrière. Puis eux, en le faisant, ils n'ont pas pensé à ça du tout. Il a été à sa façon un pionnier, notre William Shatner. D'ailleurs, il a eu sa récompense récemment. Là. Oui, c'est ça, il est allé enfin dans l'espace. Mais donc, je ne suis pas sûr que Burns, après tout, Burns était Canadien, avait vécu aux États-Unis, mais plus dans le Nord. La ségrégation raciale, ça existait à l'époque au Canada et dans le nord des États-Unis, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le sud des Américains, là, en termes de férocité, si on peut dire. Fait que je pense que pour lui, il ne pensait pas faire quelque chose de si extraordinaire que ça en acceptant de livrer le combat contre un Noir. Ça a permis à Jack Johnson de devenir le premier champion du monde noir, mais pas le dernier, puisque maintenant, les champions du monde poids lourd ont tous été noirs depuis la fin des années 50. Puis knockout en combien? 80 secondes? 88 secondes. 88 secondes. Bon, mais là c'est un cogneur. Oui. Il était peut-être pas grand, puis c'était une force de la nature. Puis on entend régulièrement parler de ça, des petits individus qui vont arriver puis qui vont accomplir des choses hors de leur portée. C'est ça, exactement. Et je pense que lui, c'était ça. D'ailleurs, je me souviens j'ai vu une fois un combat entre un mi-lourd et un poids lourd, que le lourd avait gagné. Et un commentateur avait dit, il faut un mi-lourd extraordinaire pour battre un poids lourd. Oui. Bien là, on avait un mi-lourd extraordinaire. Un bon Canadien. C'est ça. Alors, c'est sur ces mots que nous terminerons cette émission. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'antenne de TVCBF.